Salut à toutes et à tous, de retour sur le plateau du Climarathon après cette superbe vidéo de DataGueule. Je suis Jean Massier, le fondateur d'Acropolis, et je suis avec Magali. Donc Magali Payen, fondatrice d'On est prêt, premier soutien de l'affaire du siècle. Bonjour. Voilà, on reprend l'émission. Je vous rappelle que ça fait 4 heures maintenant que cette émission a démarré, qu'on est toujours ici à l'Hôtel de Ville de Paris qui nous accueille et qui nous soutient pour cette grande émission sur le climat. On va passer encore 1 heure ensemble là à parler spécifiquement de la question du transport, mais j'en profite d'abord pour vous remercier, vous toutes et tous, de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, merci. N'hésitez pas à partager ce live, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Je vous rappelle que vous êtes en face de nous. On voit vos réactions, nos invités aussi. Donc voilà, on va parler de transport avec un chouette panel d'invités qu'on remercie d'avoir accepté de nous rejoindre. Je commence par vous, Jean-Louis Missika, bonjour. Vous êtes adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et donc vous allez pouvoir nous parler de l'échelle, si je puis dire, municipale et métropolitaine de la question des transports. Nos autres invités... Alors Marc Debony. Bonjour. Auteur de Et tout le monde s'en fout. Tout à fait. Précédemment journaliste. Merci. Et qui a notamment beaucoup travaillé sur la question des transports et auteur aussi, on l'a dit tout à l'heure, des vidéos de DataGueule. Alors, ouais, certains épisodes. Ouais, certains épisodes de DataGueule. Avec nous également Karima Delli. Karima Delli, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, vous venez d'être réélue. Vous serez réinvestie dans 8 jours exactement. Ce sera le 2 juillet et vous étiez jusqu'à présent aussi la présidente de la commission transport du Parlement européen. Voilà. Voilà, on a hâte que vous nous parliez aussi du niveau européen sur la problématique spécifique des transports. Et Charlotte Alperne, donc chercheuse spécialisée sur la question des transports et des politiques publiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va prendre un peu moins d'1 heure ensemble pour discuter de cette question assez vaste des transports. Les transports, évidemment, ça pollue énormément. Ça participe de l'émission de gaz à effet de serre et donc du dérèglement climatique. C'était important pour nous d'aborder ce sujet-là dans le cadre de cette émission, le Climarathon. Je voudrais commencer par vous, Jean-Louis Missika. Ici, Paris, ville de 2 millions d'habitants, au cœur d'une métropole de plus de 10 millions. Évidemment qu'on génère beaucoup de gaz à effet de serre. Ah oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites, vous, du coup, pour limiter ça ? C'est les transports de surface, principalement les véhicules, que ce soit essence ou diesel, qui sont les plus polluants. Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'il n'y a pas que les gaz à effet de serre, il y a aussi les particules fines. Que les particules fines, c'est l'ennemi de la santé des Parisiens, des métropolitains et des Franciliens, parce que c'est une catastrophe sanitaire, autant pour les enfants que pour les personnes fragiles. On sait que ça a des effets sur la respiration, sur l'activité pulmonaire. Quand il y a un pic de pollution à Paris, les urgences pédiatriques sont débordées par les enfants qui n'arrivent plus à respirer. Donc, mais il faut sur savoir... la question du climat spécifiquement, on est plutôt sur les gaz à effet de serre. Oui, bien sûr. On est sur les gaz à effet de serre sur la question du climat et on est effectivement dans une logique à Paris où on essaye de diminuer non pas le nombre de véhicules, mais en tout cas le nombre de véhicules polluants. Et donc nous avons créé ces zones à basse émission, les ZFE, les zones à faible émission. Alors c'est quoi ça, une zone à faible émission ? Une zone à faible émission, vous connaissez la vignette critère. Ouais. La vignette critère, elle permet de classer les véhicules en fonction de leur degré de pollution. Et Paris a limité l'accès pendant les jours de semaine aux véhicules critères 5 et au 1er juillet, c'est-à-dire dans quelques jours, ce sont les véhicules critères 4 qui seront interdits d'accès à la ville pendant les jours de semaine. Donc nous essayons de limiter le nombre de véhicules très polluants dans la ville, de telle manière que l'on va diminuer l'impact des gaz à effet de serre. Est-ce que c'est suffisant, ça, pour atteindre les accords de Paris ? Donc les accords de Paris, pour mes mots, c'est une série de mesures qui a été prise par plein d'États dans le monde entier pour devenir neutre en carbone d'ici quelques décennies. Donc est-ce que ça suffit de diminuer les véhicules polluants ? Non, ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, nous faisons beaucoup d'autres choses. D'abord, nous cofinançons les transports en commun. Vous savez que la solution, c'est de sortir de ce qu'on appelle l'autosolisme. L'autosolisme, c'est d'avoir un véhicule qui pèse 2 tonnes
qui pollue énormément, et à l'intérieur, il y a une personne de 80 kilos en moyenne, parce qu'en général, c'est un homme, c'est pas une femme, qui est transporté par ce véhicule de 2 tonnes. Il faut savoir aussi que les voitures, la voiture, c'est vraiment le moyen le plus absurde pour se déplacer en ville. La voiture, elle est utilisée pendant 5% de sa durée de vie. Pendant 95%, elle est garée dans un parking ou sur une place de surface. Il faut savoir que les villes, ça a été d'ailleurs un des drames de l'invasion des villes par la voiture, de l'asservissement des villes par la voiture. Il faut savoir que les villes ont des centaines de milliers de mètres carrés, des millions de mètres carrés consacrés uniquement au fait de parquer des véhicules. Et donc, la solution, si jamais on veut vraiment atteindre l'accord de Paris, la solution, c'est ce qu'on appelle la mobilité comme service, c'est-à-dire de sortir du véhicule propriété individuelle, de pratiquer l'autopartage et le covoiturage, d'avoir des véhicules propres, bien sûr, de plus en plus propres, mais de pratiquer le covoiturage, l'autopartage, et même d'avoir ce qu'on appelle la mobilité comme service universel, un pass universel, c'est-à-dire pouvoir passer de n'importe quel type de modalité de transport à n'importe quel autre type, passer du métro au bus, au tramway. C'est quelque chose que vous faites à Paris, ça ? Ouais, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça, je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué, d'autant qu'il y a plusieurs acteurs, dont Île-de-France Mobilité, mais c'est quelque chose que nous visons et sur lequel nous travaillons. On parlera des solutions aussi tout à l'heure. Karima Delli, je voulais vous entendre, vous aussi, au niveau européen. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va respecter les accords de Paris ? Est-ce que l'Europe va être au rendez-vous de la neutralité carbone ? Je crois que l'Europe n'est pas à la hauteur. Les transports, c'est 30% des gaz à effet de serre, rien que pour l'Europe. C'est beaucoup. C'est le seul secteur depuis 1990, donc les premiers accords de Tokyo. C'est le seul secteur qui ne réduit pas ses gaz à effet de serre. On a l'industrie qui réduit, on a l'agriculture qui réduit, l'industrie qui réduit. C'est le seul secteur qui ne réduit pas ses gaz à effet de serre. Donc là, on a eu une politique au niveau européen qui traîne les pieds. Parce qu'au niveau européen, il y a énormément de lobbies. Et un des gros lobbies au niveau européen, c'est les constructeurs automobiles. Il a fallu attendre, et je vous ai ramené un petit livre qui s'appelle le Dieselgate. Que vous avez écrit. Voilà, que j'ai écrit, qui est préfacé par Audrey Pulvar, qui dit quoi ? Il a fallu attendre. Alors moi, quand je suis arrivée dans la commission transport, mon but, et M. Missika l'a très bien dit, il faut sortir des énergies fossiles, mais surtout du diesel. Pourquoi ? Parce que le diesel, c'est cancérigène. Cancérigène, c'est ce qui crée demain. À l'échelle européenne, on a ce chiffre qui est terrible. C'est 600 000 morts prématurées. En France, on est passé de 48 000 morts prématurées à 67 000 morts prématurées dues à la pollution de l'air. Dans la pollution de l'air, il n'y a pas que les transports. Mais les transports font partie, justement, de cette pollution de l'air. Donc moi, mon but a été de dire, 1, il faut arrêter avec les énergies fossiles. 2, ça fait 10 ans que les constructeurs automobiles ne respectent pas les normes. Ils ont triché, vous savez, ils ont mis des logiciels fraudeurs. Notamment Volkswagen, on se souvient de... Mais pas seulement Volkswagen. Je rappelle que Volkswagen n'est que l'arbre qui cache la forêt, puisqu'on s'est rendu compte que tout le monde avait modifié réellement ses moteurs. Ce qui fait que la chose qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a encore en Europe 43 millions de véhicules qui dépassent la norme que nous avons mis, parce qu'il y a des seuils de particules et de CO2 à respecter. Et comme ils ne sont pas respectés, ils ne sont pas respectés pas une fois, pas 2 fois. Ça monte jusqu'à 40 fois la norme. Donc ça fait 10 ans que sur nos routes, on a des véhicules qui polluent 40 fois. Et nous avons 40 millions de véhicules en Europe qui ne seront pas rappelés. Donc ça, c'est un de mes grands combats, rappeler les véhicules. Deuxième chose, c'est un scandale sanitaire. Oui, il faut le rappeler, c'est un scandale aussi climatique. C'est la raison pour laquelle on a mis d'autres normes beaucoup plus importantes. Si on veut respecter les accords de Paris, les véhicules doivent réduire dans leur CO2 normalement de 70% de CO2. On a gagné une norme. Alors, le Parlement européen, c'était 40%. Finalement, les États membres, ils étaient très frileux par rapport à leurs constructeurs automobiles. Et je vous dirai pourquoi. Finalement, c'est 37,5, mais à partir de 2030. D'accord. Et ensuite, je tiens à rappeler juste une dernière chose, c'est que tout le monde parle de véhicules propres. Il n'existe pas de véhicules propres à part vos jambes et le vélo. Donc, il faut faire attention aussi aux mots qu'on emploie.
La mobilité de demain doit répondre à 3 grands défis, et ça va être le défi majeur de l'Europe. La question réelle de la pollution de l'air, qui est la maladie du 21e siècle. La question de la mise en place des accords de Paris. La question d'une mobilité qui sera inclusive. Ça veut dire quoi? Et on l'a vu avec les Gilets jaunes en France. C'est-à-dire que la mobilité aujourd'hui n'est pas accessible à tout le monde. On va en parler tout à l'heure, effectivement, de la question de la justice aussi dans l'accès au transport. En France, il y a encore 8 millions de personnes qui ne se déplacent pas. Et c'est ça le drame. La mobilité, ça permet justement d'aller à l'école, de trouver un travail, d'aller au théâtre, etc., de bouger. Être immobile, c'est être enfermé, donc on ne regarde que soi, et là, ça crée des fractures. Charlotte Alperne, vous qui êtes chercheuse spécialiste sur les questions des transports et plus spécifiquement de l'action des pouvoirs publics, est-ce que l'on peut changer les choses? Là, on vient d'entendre de discours pas alarmistes, mais réalistes, on va dire. Non, mais après, vous avez dit qu'on ferait les solutions. Hein. On parlera des solutions après, promis. Est-ce qu'on peut changer les choses? Est-ce que les pouvoirs publics ont les moyens de le faire? Alors, il y a deux questions différentes. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, les pouvoirs publics ont les moyens de changer les choses. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des solutions techniques, il y a des ressources financières qui existent et qui sont prélevées, soit par des systèmes de fiscalité, des taxes, d'autres moyens, là aussi, à travers des redevances, par exemple, ou encore des aides, de pouvoir susciter ces différentes évolutions. Puis il y a des documents, la réglementation, par exemple, en matière d'urbanisme, l'octroi de permis de construire, la manière dont on organise et dont on planifie les villes. Donc, il y a toute une série d'outils qui sont à disposition des pouvoirs publics pour résoudre un certain nombre des défis qui ont été cités par les deux personnes précédentes. Simplement, très souvent pour les acteurs publics, Jean-Louis Missika a commencé à le dire tout à l'heure, c'est très souvent une question de coordination finalement. À la fois, comment est-ce qu'on coordonne à la fois les acteurs publics à différents niveaux, l'Union européenne, l'État, les régions, les villes, pour ce qui est de la France par exemple, puis on peut même rajouter dans le cas de Paris les arrondissements. Ça, c'est une première question, premier niveau de coordination. Le deuxième, c'est comment est-ce qu'on coordonne à chacun de ces niveaux l'action du public, mais aussi du privé et de la société civile. L'action publique, c'est pas uniquement l'intervention des pouvoirs publics, mais c'est être en mesure de mettre autour de la table un ensemble de partenaires qui vont être en mesure de pouvoir répondre à un certain nombre de défis selon les règles et les procédures, les objectifs qui auront pu être déterminés, fixés, débattus sur un plan politique aussi par les pouvoirs publics. Donc, c'est plutôt cette manière de travailler ensemble, cette forme de gouvernance finalement des transports, qui est particulièrement compliquée à développer à différents niveaux, tout simplement parce qu'il y a eu une multiplication du nombre d'acteurs qui ont tous des intérêts extrêmement différents. Et donc, la question est de savoir comment est-ce qu'on définit à partir de ça des objectifs partagés. Et ces objectifs partagés, ça peut être une question de justice socio-spatiale, par exemple. Comment est-ce qu'on développe des infrastructures à l'échelle d'une métropole et au-delà, à l'échelle d'un territoire national, voire européen. Ça peut être aussi une question de justice climatique, par exemple, et donc qui pose la question de savoir, si on a des véhicules électriques, comment est-ce qu'on va faire demain pour recycler toutes ces batteries? Comment est-ce qu'on va faire avec ces métaux rares, ces métaux précieux, pouvoir importer du reste du monde? Et quelles sont les questions que ça pose là, à une échelle beaucoup plus globale? Et puis, ça peut être aussi des enjeux simplement de partage de la voirie, tout simplement. La rue comme espace public, comment est-ce qu'on répartit cet espace? Comment est-ce qu'on en répartit l'accès? Quelles sont les règles qu'on se fixe pour le faire? Sachant que la technologie peut nous aider jusqu'à un certain point, mais qu'il y a un moment donné où il faut pouvoir débattre et fixer ces enjeux politiques. Moi, je reviendrai quand même juste peut-être sur le terme de climat que vous avez employé tout à l'heure. Peut-être qu'on pourrait avoir une conception un petit peu plus large de cette approche-là. Moi, je suis chercheur à Sciences Po. On a eu pendant très longtemps Bruno Latour comme directeur scientifique de Sciences Po. Et il dit régulièrement, peut-être qu'il faudrait revenir à une conception des climats qui serait celle un peu du XVIIIe siècle, celle de Montesquieu, mais qui nous dit finalement le climat, c'est l'environnement dans lequel on vit, c'est la météorologie, c'est la nature, c'est la topographie d'une ville, c'est aussi l'ensemble des activités économiques, sociales qui s'y déploient. Donc peut-être avoir une conception un petit peu plus large du climat. C'est vrai qu'on a parlé de santé tout à l'heure, de santé publique, ça participe aussi de l'environnement dans lequel on vit, effectivement. Et c'est pour ça qu'il ne faut plus parler de transport, mais de mobilité. Le mot transport, c'est les infrastructures, c'est les ingénieurs des ponts, chaussées, etc. Aujourd'hui, on est passé à une autre phase. On parle en Europe, et je pense que ça arrive enfin en France, de mobilité. La mobilité doit prendre en compte le contexte social-économique, le contexte notamment écologique, et tout le contexte de cette révolution numérique aussi qui arrive. C'est pour ça qu'on parle de mobilité. Bon, on aurait dû appeler cette émission Environnementon et on aurait dû appeler cette table ronde Mobilité. Voilà. J'ai bien compris. Mais vous avez raison, on est là pour y réfléchir. Marc Debony, je vous vois prendre des notes depuis tout à l'heure. Ouais.
Alors Marc, donc toi tu es le créateur de la chaîne Et tout le monde s'en fout. Tout à fait. Donc tu interagis beaucoup avec des jeunes, des centaines de milliers de jeunes. On parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait 8 millions de personnes en France qui ne pouvaient pas se déplacer. D'un autre côté, il y a des gens qui vont à New York le week-end pour faire les soldes. Est-ce que cette façon de se déplacer, cet hyper-déplacement-là, c'est tenable, et notamment pour les jeunes générations avec lesquelles toi tu es en contact ? Là, je crois que c'est cette semaine, il y a l'école polytechnique de Zurich qui a mis au point un carburant intéressant qui s'appelle le méthanol, donc qui serait un carburant qui se charge à l'énergie solaire et qui, selon la promesse, ne produit pas plus de CO2 ce qu'il coûte à en produire. Par contre, il coûte 2 fois plus cher en état actuel que l'essence. Et ça paraît génial sur le coup. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, chouette, un nouvel horizon pour l'avenir qui se dégage. En fait, c'est une mauvaise idée probablement. Parce que c'est logique. Là, en fait, c'est un carburant qui fonctionne sur les moteurs à explosion qu'on a aujourd'hui. Donc, on pourrait mettre demain dans le réservoir de la voiture, dans le réservoir de l'avion. Et en fait, ça change pas le fond du sujet. Le fond du sujet, je pense effectivement, c'est quel sens on donne au déplacement, déjà aujourd'hui. On a parlé du besoin de se déplacer. Effectivement, 8 millions de personnes ne peuvent pas se déplacer. Et il y a aussi un nombre réduit de personnes qui se surdéplacent dans le monde. Aujourd'hui, l'essentiel de la pollution qui est liée au transport dans le monde, c'est une minorité. Ce n'est pas la majorité des terriens qui se déplacent sur des transatlantiques, qui vont faire des courses à New York. Chaque vol qu'on fait aujourd'hui de manière inconsidérée, c'est un voyage que l'on vole à nos enfants, que l'on vole aux générations qu'on a juste devant nous. Pourquoi ? Par exemple, aller faire un voyage transatlantique à New York pour 2 jours et faire des soldes. Moi, je travaillais dans une entreprise où le CE proposait ça. Pour 500 €, on pouvait faire ça, ce qui était des prix qui défient toute concurrence. Et c'est un voyage Erasmus, peut-être un aller-retour aux États-Unis que mon gamin pourra pas faire dans 30 ans parce qu'il y aura peut-être des limitations au niveau international sur les vols transatlantiques. Et ça veut dire quoi, se surdéplacer en dehors de la question des vols transatlantiques? On s'en rend bien compte parce que c'est un avion, c'est imposant, etc. Mais est-ce que dans notre vie de tous les jours, on se surdéplace aussi? Bien sûr, dans notre vie de tous les jours. Alors, j'ai trouvé une statistique intéressante. Un Francilien se déplace 3,8 fois par jour pendant 1h20 en moyenne, avec 43% de ses transports qui se font en voiture, et seulement 20% avec des transports en commun. Ça veut dire que dans une mégapole, Paris est un exemple, mais je pense que c'est un peu vrai partout, on va avoir un temps de la journée qui est consacré au mouvement sur en fait des petites distances qui est énorme. C'est fou, à Paris, je fais du vélo depuis 1 an et demi et j'ai découvert avec mon vélo que je vais plus vite que le métro, je vais plus vite que toutes les voitures, je vais plus vite que les transports en fait. Et par exemple, je pense déjà en utilisant par exemple les voitures, ces modes de déplacement un peu archaïques qui prennent beaucoup d'espace public par individu, on perd aussi beaucoup de temps, on crée beaucoup de pollution et souvent on va être tenté de faire des déplacements qui sont inutiles. Par exemple, on a aujourd'hui des systèmes de livraison qui se mettent en place qui sont intéressants, qui évitent de démultiplier les déplacements individuels pour aller faire ses courses. On a tout un tas de déplacements professionnels qui mériteraient d'être repensés. Grâce à la réalité virtuelle, par exemple, on pourrait imaginer un sommet de présidents du monde entier dans une salle absolument magnifique. On n'a plus besoin de venir tous à New York pour l'Assemblée Générale des Nations Unies. On pourrait peut-être faire ça à distance, ça économiserait beaucoup de kérosène. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur vous en parliez, Charlotte Elpern, en dehors du plateau, de la nécessité d'avoir des investissements d'infrastructures. C'est aussi ça? Ça fait partie de la solution? C'est une manière de s'équiper, tout simplement, pour pouvoir ne faire que les déplacements qui sont absolument indispensables. Ça vaut aussi bien au niveau international, par exemple privilégier les visioconférences quand c'est possible, mais ça peut être aussi à l'échelle d'une ville, par exemple, en promouvant d'autres manières de se déplacer. Et je crois qu'on peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de déplacements qu'on n'est pas obligé de faire, donc c'est vraiment réduire aussi la demande de mobilité, la demande de transport. Ça fait partie, là aussi, des solutions qui peuvent être proposées, en plus de celles qui ont été évoquées tout à l'heure. Donc, et ça demande pour ça de s'équiper. La caricature de ça, c'est le dernier sommet de Davos, où il y avait plusieurs centaines de jets privés sur l'aéroport, utilisés par des responsables économiques pour participer à des tables rondes dans lesquelles ils s'inquiétaient de l'avenir de la planète et de la crise de l'environnement. C'est tout à fait juste. Et ce point-là me paraît un point essentiel. Et c'est compliqué parce que on se rend compte, moi je l'ai vécu à plusieurs reprises dans mon activité
politique, on se rend compte que le coupable de la pollution, c'est toujours l'autre, c'est jamais soi-même. Donc c'est ça le sujet. C'est facile d'accuser les automobilistes quand on est cycliste, c'est facile d'accuser ceux qui prennent l'avion quand on est automobiliste. Je regardais tout à l'heure là, votre... Sur le chat, c'est absolument incroyable. Le parisiano-bashing que l'on peut voir là-dessus, bon, on a l'habitude, nous les Parisiens, mais c'est absolument insupportable. Je veux dire, la pollution, ce sont les Parisiens qui la subissent. Les problèmes respiratoires, ce sont les Parisiens qui les subissent. Qu'est-ce qu'il y a eu comme parisiano-bashing? Moi, j'ai pas vu. Il y a eu quelques phrases. Il y en a pas mal qui disaient, c'est très parisiano-centré comme débat autour du déplacement, etc. Et je le dis notamment aux gens qui nous envoient des vannes, je leur dis, vous savez, il y a un moment où les Parisiens n'accepteront plus. Ils ne l'accepteront plus. D'être pollués par des véhicules qui viennent... Il faut savoir que sur le périphérique, 50% des véhicules sont en transit. Donc ils ne passent pas par Paris. Ils ne passent pas par Paris. Ils utilisent simplement le boulevard périphérique parce que ça les arrange pour aller d'un point du nord de l'Europe à un autre point. Et c'est particulièrement vrai pour les transports en camion. Ben ça, je le dis très clairement, ça n'est plus possible. Alors, voilà. Il faut arrêter avec ça. C'est propre à la France. Il y a Marc qui voulait juste intervenir. Juste pour casser ce cliché sur le parisianisme, il existe en France une vallée sœur de l'Île-de-France qui est la vallée d'Aspe, qui se trouve près des montagnes, dans un des endroits où on a l'impression que c'est les plus purs. Et pourtant, il est aussi pollué que l'Île-de-France. Ça se trouve près d'Annecy, en fait. Voilà. C'est à côté de la Suisse. Et à cet endroit-là, parce qu'il reste un petit peu d'industrie locale, mais pas grand-chose, mais surtout énormément de trafic automobile et autoroutier pour aller vers la Suisse et pour emmener des marchandises. Et les gens qui habitent là-bas ont les montagnes en face d'eux, ont les sommets enneigés, donc l'air pur, tout ça, non. Et pourtant, ils vivent une pollution incroyable, quoi. Leurs gamins ont des problèmes d'asthme, exactement comme dans Paris. Mais à Grenoble, n'en parlons pas. À Grenoble, l'été, c'est une catastrophe aussi. Karim Adeli ? Non, mais très simplement, vous avez raison de dire la question climatique ne peut pas reposer sur des réponses individuelles. Pas seulement, mais la réponse, elle est collective. C'est l'inaction des États qui fait qu'on est dans cette situation aujourd'hui un petit peu catastrophique parce qu'il nous reste 11 ans pour retourner la courbe des températures. Sur ces questions qui sont très vraies, vous avez parlé du périphérique, vous avez parlé de la Vélée, notamment à côté de Grenoble, etc. Je connais très bien ces problématiques-là. C'est qu'on est incapable en France d'avoir ce que les autres pays ont, c'est une redevance poids lourd. Pour dire quoi? Il faut absolument aujourd'hui être dans le principe pollueur-payeur. C'est-à-dire, on aurait depuis des années, on aurait dû avoir cette recette qui permet justement de mettre les camions sur les trains et de relancer le fret. Et c'est fait en Allemagne, c'est fait en Belgique, c'est fait chez nos voisins. Et donc, comme chez nous, c'est open bar, puisqu'on n'a rien, si on a des très jolis portiques qui nous ont coûté un fric monstre. C'est effectivement une super transition, puisque précisément, quand on a essayé de mettre ça en place en France, on a eu le mouvement des bonnets rouges à l'époque, et plus récemment, on a aussi eu le mouvement des gilets jaunes. Ça tombe bien, on voulait précisément parler du sujet de la justice. Pourquoi est-ce que quand on essaye de mettre en place des politiques publiques de limitation du transport, on a des réactions de gens qui nous font remarquer, à très juste titre, que c'est aussi leur moyen de subsistance de se transporter. C'est aussi un constat qu'on peut faire sur les gilets jaunes. Je suis un peu partagé sur le mélange des gens entre les deux causes parce qu'elles sont en fait à mon avis contradictoires. Alors c'est-à-dire qu'on a un mouvement effectivement qui contre les portiques et écotaxes parce que c'est de ça dont on parle, à l'époque, qui a été très mal vécu localement parce qu'on a commencé par faire des portiques qui prélevaient des taxes avant de faire les infrastructures qui permettaient en fait de soulager les routes et que peut-être qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Par ailleurs, le mouvement des gilets jaunes à la base, si on regarde comment il se développe historiquement, il part d'une interrogation, d'une pétition qui demande quel est le devenir de la taxation écologique sur le carburant au moment où le gouvernement, par exemple, supprime l'ISF et où donc Monsieur Tout-le-Monde constate que l'avenir écologique du pays repose en fait sur les taxes payées par les petites gens. Parce que, et ça raconte quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les véhicules individuels, la voiture, c'est profondément inégalitaire. C'est un véhicule, contrairement à ce qu'on pense, qui n'est pas populaire. C'est un véhicule qui profite aux riches.
en fait, à tous les niveaux. Il faut être riche pour avoir une belle voiture, en bon état, bien entretenue, qui consomme peu, avec les bons carburants de pointe et compagnie. Et en fait, la crise des gilets jaunes... qui pollue, le cliché de la petite voiture qui pollue et qui est achetée par le ménage qui a moins d'argent, c'est un cliché ou ça existe aussi? Des gens qui disent, mais vous allez m'empêcher de prendre ma voiture alors qu'il me reste que ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que ça existe. Le diesel en France, c'était quoi? C'était des subventions aussi des pouvoirs publics pour la voiture populaire, en fait. Et en quelques années... C'était une mesure protectionniste. C'était une manière de protéger l'industrie automobile française contre les concurrents étrangers. Et du jour au lendemain, ces gens, en fait, qu'on incitait à acheter français et des véhicules diesel, on leur explique qu'ils sont des monstres et qu'ils sont en train de ruiner l'avenir de leurs enfants. Et évidemment, il y a une double contrainte insupportable qui se passe. Bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas le choix et en plus on les culpabilise. Tout à fait. Donc en fait, ce slogan de pollueur-payeur, comment on pourrait l'affiner pour qu'il soit plus juste? Parce que qui sont vraiment les pollueurs et quand on pollue et qu'on n'a pas le choix, est-ce que c'est vraiment à nous de payer? Moi je pense sur ça, une fiscalité écolo, elle est juste. Vous savez, les gilets jaunes disaient pas, ce que vous dites est vrai, hein, ils n'étaient pas contre une augmentation de la fiscalité entre le diesel et l'essence. Parce qu'ils ont compris que justement, le diesel, c'est la santé. Mais ils disaient une chose qui est très vraie, c'est-à-dire pourquoi les constructeurs automobiles qui, eux, ont reçu des milliards d'euros depuis des années, eux ne payent pas cette hausse. Et ensuite, il y a une injustice, parce que quand vous n'avez pas le choix, et vous êtes dans du périurbain ou du rural, de prendre votre voiture, et quelqu'un qui a un SUV en plein cœur de Paris, alors qu'il a quand même beaucoup d'alternatives, et que la hausse est vécue de la même chose, là, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire demain? Il faut vraiment faire une taxe carbone, donc une taxe sur le diesel, et faire en sorte que l'ensemble de ces recettes soient reversées, plus de tramways, plus de transports publics, plus de pistes cyclables. Et là, mais 100%. Là, au fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était 10-20% de ces recettes qui étaient versées à la transition. Non, les Français sont prêts pour la transition, mais ils veulent participer à cet effort concrètement, mais c'est 100% des recettes qui aillent à la transition écolo. Et là, ce sera juste. Juste pour rebondir là-dessus, vous avez raison, le principe pollueur-payeur, c'est vachement important. Ce qui est aussi très important, c'est que l'argent aille à celui qui entretient, par exemple, les routes. Or, c'est pas le cas aujourd'hui. La taxe sur le pétrole, elle est prélevée par l'État, elle va dans les caisses de l'État, mais ce sont les départements qui ont en charge une bonne partie du réseau routier. Et donc, on est dans une situation absolument dingue, dans laquelle les automobilistes ont l'impression d'être énormément taxés, et en même temps, ceux qui doivent entretenir les routes ne voient pas le commencement de ces taxes, parce qu'elle tombe dans le budget de l'État. Mais c'est ce que vous disiez, c'est la gouvernance. On a un problème français avec la gouvernance. Moi, je le vois au niveau européen. Vous avez vu les 80 km/h, c'est les départements. Ici, à Paris, c'est quand même dingue que la maire de Paris puisse pas dire maintenant on fait la circulation alternée parce qu'il faut demander au préfet ou à la région, etc. La région a les compétences sur les bus. Au fait, c'est un espèce de millefeuille. Alors que dans les autres pays... Ils savent même plus vers qui gueuler. Voilà. Et donc, par exemple, en Allemagne, lorsque vous faites une piste cyclable, donc c'est les régions, une piste cyclable, c'est une obligation pour toutes les villes, parce que la piste cyclable, elle ne va pas s'arrêter dans une ville pour pas continuer à l'autre. Ouais. Donc voilà des choses sur lesquelles il faut revenir. Je suis d'accord sur la question de la gouvernance qui va être prioritaire. Alors, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer, cette gouvernance, justement, sur cette question spécifique des mobilités? C'est possible de le faire? Ça existe dans d'autres pays, par exemple? Il y a des modèles? Alors, il y a des modèles, peut-être juste pour revenir un peu en arrière. En fait, ce qui est intéressant dans le cas français, c'est qu'on a notamment, depuis une cinquantaine d'années, en fait, on a surtout essayé de répondre à la question de comment est-ce qu'on finance ces nouvelles infrastructures de transport public. C'est ce qu'on a mis en place avec ce qui s'appelle le versement transport, qui fait partie des mesures qui ont été mises en place au début des années 70 et qui ont permis, en fait, de développer un certain nombre de lignes de transport, que ce soit du bus, métro, tramway, dans toute une série de villes françaises, en commençant par les plus grandes, et puis avec l'intercommunalité, parce qu'on a lié ça avec un principe de décentralisation et de réorganisation au niveau intercommunal, de pousser finalement pour développer ces infrastructures dans un certain nombre de villes. En revanche, ça n'a pas permis de résoudre la question de ce qu'on appelle aujourd'hui les mobilités du quotidien, c'est-à-dire tout ce qui ne relève pas de ces transports publics, et donc l'articulation finalement entre le dernier kilomètre parcouru en train, à vélo, à pied, en complément de ces infrastructures de transport. Et puis ça a aussi peut-être donné un coup de pouce supplémentaire aux collectivités qui souhaitaient développer des grands projets d'infrastructure de manière à pouvoir lever ces financements, de manière à pouvoir en bénéficier pour équiper leur territoire, sans forcément poser la question de l'articulation avec ces mobilités du quotidien.
Et puis, à l'autre bout de cette évolution, on a par ailleurs l'accent qui a été mis sur la grande vitesse, qui est un des effets pervers, finalement, qu'on a pu identifier ces dernières années avec tous les débats en cours, finalement, autour de l'endettement de la SNCF et puis de la suppression des petites lignes, et qui pose, par ailleurs, la question des politiques qui ont été mises en place au niveau de l'État en n'articulant peut-être pas suffisamment ce qui se faisait en matière de transport et d'aménagement du territoire, c'est-à-dire de conception de comment pouvoir améliorer l'accessibilité de l'ensemble des citoyens, y compris dans des territoires ruraux, voire périurbains, ou périruraux qui pouvaient se développer. On voit que c'est l'un des grands enjeux, notamment au niveau européen aujourd'hui. On sait qu'il y a plus de 75% de la population européenne qui vit en ville, et parmi ces 75%, il y en a finalement pas plus de 40% qui vivent dans des hypercentres. La plupart vivent dans des villes qui sont de plus en plus desserrées. On a une espèce de dispersion finalement de cet habitat urbain, ce qui montre là aussi la nécessité d'articuler davantage que ça n'est fait pour le moment les questions d'aménagement, de développement urbain avec celles de transport et de mobilité. Alors à l'étranger, il y a effectivement d'autres solutions qui ont été développées. Alors on va sans doute avoir des choses sur le prisme grand métropolitain, si on prend par exemple rien que le cas de Londres, mais qui a été répliqué dans d'autres villes, par exemple à Budapest ou dans d'autres villes européennes. On a essayé de développer ce qu'on appelle des autorités organisatrices de transport, mais qui ne sont pas uniquement en charge des transports publics, comme ça peut être le cas, par exemple, d'Île-de-France Mobilité, mais qui vont articuler des compétences en matière de transport automobile, de transport public, de vélo, de piétons, et puis toute la partie organisation des services de mobilité, y compris la mobilité comme service, et qui vont permettre d'articuler ça à l'échelle d'un territoire, en l'occurrence le Grand Londres, ou la ville de Budapest, par exemple. On a d'autres modèles, par exemple, ce qui a été très prisé, par exemple, par des villes allemandes, autrichiennes, danoises, pas uniquement les grandes, d'ailleurs, ça peut être des villes de taille plus réduite, et qui vont travailler sur la base d'accords informels ou formalisés, selon les besoins qui vont être ressentis à l'échelle du territoire, de manière à pouvoir mettre en place une billettique commune, de manière à pouvoir mettre en place une tarification intégrée, sans forcément d'ailleurs que l'usager en ait conscience. Lui, il se contente d'acheter un billet de transport avec lequel il peut voyager et emprunter l'ensemble de ces lignes. Mais cette question de la gouvernance va ensuite faire l'objet d'un certain nombre de négociations et de débats plus en amont. Mais ce qui est intéressant, et ça c'est peut-être un des points sur lesquels l'Union européenne aura à travailler dans les années qui viennent, c'est que dans toutes ces villes, que ce soit des métropoles de taille de 200 000 habitants par exemple, voire des grandes métropoles européennes, eh bien, se pose à chaque fois la question de l'articulation avec ce qui se passe de l'autre côté finalement de ces frontières administratives. Et là on voit que c'est vraiment en termes de compétition institutionnelle sur la façon dont l'État gère ces questions, l'articulation qui va se faire au niveau national et des politiques publiques nationales avec la manière dont on va les concevoir au niveau des villes. Et c'est essentiellement là qu'on observe des frottements au niveau des marges, au niveau des frontières, et qui pose du coup la question de l'interterritorialité entre l'urbain et puis le national, qui est légitime pour intervenir où et comment est-ce qu'on peut financer et surtout mettre en œuvre ces projets-là. Alors il nous reste une petite dizaine de minutes avant de passer à la séquence suivante. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'avenir et des solutions. On est sur Twitch, on diffuse sur Internet, on adore les nouvelles technologies, etc. Il faut reconnaître qu'on entend quand même pas mal de choses du point de vue du développement de nouvelles technologies. On entend parler de voitures autonomes, de voitures électriques, on a des trottinettes dans Paris maintenant de plus en plus. Finalement, est-ce que Google et Elon Musk vont nous sauver la vie ? Ah non, je ne crois pas du tout. Non. Pourquoi, Jean-Louis Messica ? Bien parce que ça a l'air de marcher leur truc là. Non, mais si vous voulez, la vision d'Elon Musk, elle est absolument terrifiante. Sa vision, c'est que le modèle économique ne change pas. Simplement, la voiture devient autonome. Et donc, les gens achètent individuellement des voitures autonomes. Or, s'il y a une chose dont tous les spécialistes, tous les experts sont d'accord, c'est que si jamais vous faites cela, vous créez une situation qui va emboliser les villes. Parce que les gens vont s'équiper de véhicules autonomes. Ces véhicules autonomes vont permettre des circulations de plus en plus longues, donc un étalement urbain, puisque vous pouvez faire autre chose dans votre véhicule. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les véhicules sont immobilisés normalement pendant 95% de leur durée de vie. Donc il est clair que la seule solution pour le véhicule autonome, c'est l'autopartage et le covoiturage. C'est la mobilité comme service. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des flottes de véhicules autonomes gérés par des opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. Si possible, que ces véhicules autonomes puissent transporter suffisamment de monde
on parle de navettes autonomes à 15 ou 20 personnes, on parle de taxis collectifs à 6 ou 8 personnes, et bien sûr de bus autonomes. Mais il est clair que si on n'arrive pas à changer le paradigme, à changer le modèle, et à faire en sorte qu'on passe à une mobilité de service et non plus à une mobilité où on est propriétaire de son véhicule, alors le véhicule autonome, c'est l'embolisation de la ville, avec un autre élément auquel il faut penser, c'est que un véhicule autonome produit énormément de données. Un véhicule autonome circule en utilisant des algorithmes, et que si jamais il y a une forme de privatisation de la gestion des plateformes de mobilité à l'échelle de la ville, là aussi, il y a une dépossession complète. Ça pose et la une question de atteinte, liberté individuelle. liberté individuelle et atteinte à la démocratie, parce que c'est à travers les élections que les gens choisissent des représentants qui vont définir des politiques de mobilité. Ça pose la question effectivement du modèle des GAFA, mais ça, je suis sûr que ça ferait une super belle émission. Oui, enfin, ça vaut la peine de le dire. Tout un tas de questions, en tout cas, sur la question du climat. Ça consiste à déléguer à Uber ou à Google le soin de gérer les mobilités dans une ville ou dans un pays. On reviendra en parler, promis. Marc Debony, qu'est-ce que vous en pensez à ce solutionnisme technologique? Est-ce qu'on va s'en sortir grâce Non, absolument pas. Pour moi, la solution, elle est individuelle et collective, c'est-à-dire elle est politique. Je pense que la crise des Gilets jaunes a mis le doigt sur un élément déterminant, c'est que cette question du transport, en fait, c'est pas juste un enjeu économique industriel, c'est un enjeu fondamentalement politique, au sens où il engage, en fait, notre avenir à tous collectivement. Donc demain, pourquoi pas penser développer des modèles comme on a à Dunkerque, avec des transports gratuits, qui marchent très bien. Tous les catastrophes, la Lali annoncée sur le transport gratuit dans les grandes villes n'est pas au rendez-vous, et en plus là pour le coup on commence à changer, je pense, un peu le paradigme en remettant ce sujet du transport à portée de tout le monde, en allant désenclaver ces 8 millions de personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Il faut aussi qu'on mette l'usager, je pense, beaucoup plus au centre de la décision. C'est ce qui se fait dans pas mal de pays, notamment dans les pays scandinaves, mais il faut que le citoyen, en fait, puisse avoir droit de cité de manière beaucoup plus prononcée sur comment se déplacer, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est fonctionnel. J'ai en tête un petit... au niveau des mairies, j'ai en tête, je crois que c'est Ingolsheim en Alsace, donc un petit village laboratoire, je crois qu'ils sont 20 000 habitants, donc enfin petit village, c'est une petite ville, pardon. Petite ville. Et notamment, par exemple, pour le ramassage scolaire, ils ont remis en place les véhicules à traction animale. Ils vont chercher des chevaux qui sont destinés à la boucherie, et ils ont mis ça en route, donc tous les matins, les enfants peuvent aller à l'école en calèche, c'est jamais en retard, les enfants sont ravis, c'est très très peu polluant, et ça permet en fait d'éviter à chaque fois un transport aller-retour en voiture de parents qui pourraient pas faire autrement parce qu'il n'y a plus de ramassage scolaire. Là, c'est une solution qui paraît un peu bateau, ça fonctionne et pourtant c'est extrêmement fonctionnel. Ouais. Et je trouve que ça touche à cette question démocratique et profondément locale, quoi. La question de la gratuité des transports en commun, Karima Deli, on peut y croire partout en Europe, dans les grandes villes? Ah oui, et puis nous, on est en retard. C'est-à-dire que, par exemple, Tallinn, qui est la capitale de l'Estonie, a fait une expérimentation pendant 2 ans. Aujourd'hui, c'est le premier pays à avoir mis dans l'ensemble de son territoire les transports gratuits. Ce qui est à l'échelle d'un pays, hein, c'est pas d'une ville, d'un pays. Et là, ils sont plus petit que la France quand même, comme pays. Petit, mais en même temps, c'est des millions. Hein. Je veux dire, si déjà à l'échelle d'une ville, comme je sais pas Paris ou une autre, on commence à le faire, ça révolutionnerait la chose. Donc oui, pour les transports gratuits. 2, il faut faire de l'intermodalité. L'intermodalité, c'est quoi concrètement? C'est passer d'un transport à un autre. Par exemple, l'Europe a fixé une norme très simple. À partir de 2023, obligation pour tous les trains nationaux, régionaux, d'avoir 8 places de vélo. Vous sortez votre train, vous avez votre vélo, vous pouvez rentrer chez vous. Même pas besoin de faire du covoiturage. Non, hop, tout de suite, il faut renverser le vélo. Pourquoi? Parce que la France est le 25e pays sur 27 qui est le moins cyclable. Donc il va falloir booster le vélo, et surtout, c'est sortir des énergies fossiles. Sortir des énergies fossiles, nous, on est sur un plan d'ici 2030-2035 de sortir tous les véhicules essence, diesel. Mais parallèlement, il faut travailler sur un nouveau mix énergétique, parce que la voiture autonome,
Je rappelle qu'elle n'est pas tout de suite sur nos routes. Il faut qu'on règle la question de la cybersécurité, parce que grâce à un petit iPhone, maintenant on peut détourner une voiture. Il faudra régler la question de l'open data, parce que ça génère beaucoup de données, tout ça. Et est-ce qu'on les laisse aux GAFA ou alors réellement on les prend pour nous? Et ensuite la responsabilité en tant qu'avec ça. Donc d'accord, pour en faire un vrai service public bien encadré à l'échelle européenne. Troisième chose, il faut investir sur le train. Relancer le fret, réouvrir les petites lignes. Je rappelle que 90% des Français habitent à moins de 10 km d'une gare. Et ça a été fermé. Il faut réouvrir. Donc l'Europe va lancer un plan de rénovation ferroviaire à l'échelle européenne avec des gros investissements. Arrêter les grands projets inutiles, c'est climaticide. Je vois le grand contournement ouest à Strasbourg. Tout le monde veut sa grande autoroute. Plus vous faites des autoroutes, plus vous avez de bagnoles. Donc c'est catastrophique. Dernière chose, et là c'est les citoyens qui ont un vent en poupe extraordinaire, il faut mettre en place une taxe kérosène sur les avions. Aujourd'hui, non mais il faut le dire. On avait commencé à en parler tout à l'heure, mais on peut continuer à en parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous avez vu, même en France, il y a tout un mouvement qui dit, écoutez, moi je dois faire quelque chose pour le climat, quelque chose de concret. Et ben je dis, j'arrête de prendre l'avion et tout le monde est en train de dire, il faut relancer les trains de nuit. Mais c'est super les trains de nuit, ça crée de l'emploi, ça fait vivre les territoires et en plus de ça, c'est 40 fois moins polluant que l'avion. Allons-y. Donc cette taxe kérosène, elle va être mise en place par l'Europe qui est beaucoup plus courageuse que la France. La France pouvait le faire, hein. La France a dit que c'était au niveau européen que ça avait du sens, c'est pas au niveau. Les Suédois l'ont mis dans leur pays. Nous aussi, alors on a les compagnies aériennes qui disent « Oh là 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 là, ne le faites pas parce qu'il y a la concurrence, etc. » La taxe kérosène, c'est pas elle qui détruit les emplois. Ce qui détruit les emplois par rapport aux compagnies aériennes, c'est les low cost et les compagnies du Golfe. Ça n'a rien à voir avec la taxe kérosène. En tout cas, le kérosène des avions va être taxé au niveau européen. C'est la grande bataille que nous allons mener avec toujours une chose. Lorsque vous faites une taxe, c'est toujours pour contribuer au mieux vivre des habitants. Donc il faut dire à quoi elle va servir cette recette. Et bien cette recette, ça va être pour l'innovation, parce que ça, il va falloir travailler notamment sur les nouveaux outils de demain. Je vois en Finlande, par exemple, ils ont un billet unique. C'est-à-dire avec un billet unique, avec leur smartphone, ils peuvent prendre tous les transports. Ils n'ont pas besoin de faire la queue pour aller prendre un ticket pour le métro, un ticket pour le bus, un ticket pour prendre un Vélib, etc. C'est Vélib ici, oui. Moi, je viens du Nord, alors attends. Ça s'appelle Vélib à Paris. Voilà, à Paris. Et avec un même billet, vous pouvez dessiner votre propre mobilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la taxe kérosène va faire du bien parce qu'on a besoin justement d'investissement pour le train. Et ça va être la grande innovation et supprimer des vols intérieurs. Hein. Paris-Marseille, Paris-Bordeaux, vous avez des TGV, on arrête les vols, on incite à prendre le train. Comme ça, les trains sont moins chers et c'est tellement plus sympa quand même. Est-ce que vous pensez, dernière question pour vous tous, est-ce que vous pensez que les Françaises, les Français sont prêts à cette modification radicale du transport, effectivement, comme vous le dites, par exemple, aller à Marseille en 4 heures de train et non plus en 1 heure d'avion? Est-ce que c'est un changement? Est-ce qu'on est capable, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Cyril Dion et Étienne Klein aussi sur oui, mais ma liberté d'aller plus vite si j'ai envie, etc. C'est aussi ces sujets-là que ça soulève. Hein. Oui, vous avez raison. Je pense que ça soulève un problème philosophique plus général. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui ont pris conscience qu'il y a un sujet majeur d'avenir de la planète, ou plutôt d'avenir de l'humanité sur la planète, parce que la planète, elle survivra à l'humanité, et d'autres qui n'ont pas pris conscience. Je pense que, et la frontière, elle est là. Quand on prend conscience de ça, on se dit, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, et oui, est-ce que je peux accepter, par exemple, de prendre un peu plus de temps pour aller à Marseille en prenant le train plutôt que l'avion. Et si on n'a pas pris conscience de ça, et moi j'en vois beaucoup, même ici à Paris, on se dit qu'est-ce qui m'emmerde? Moi je suis content avec mon SUV et si je veux aller à mon boulot tout seul dans mon SUV, eh ben je le fais. Et c'est vrai que c'est plus un débat, je dirais, de nature un peu philosophique et culturelle que une question de contrainte. Parce que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de contraindre. On l'a vu avec la révolte des bonnets rouges, on l'a vu avec les gilets jaunes. On voit bien que si jamais les gens ne comprennent pas
l'idée, ne l'acceptent pas, ne se l'approprient pas, eh ben ça risque de coincer quelque part. Et donc on a, je pense, un énorme travail d'explication à faire pour essayer de convaincre ceux qui ne le sont pas encore que l'horloge, voilà, le compte à rebours est commencé et qu'il va falloir se bouger un tout petit peu si jamais on veut sauver non pas la planète, mais l'humanité sur la planète. C'est pas un tout petit peu. Il va falloir se bouger en fait de manière drastique. Là, j'ai sous les yeux les chiffres qui ont été calculés donc récemment par une fondation pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le transport pour respecter les 1,5 degrés. Alors, on va conclure là-dessus, très bien. On divise par 2 le nombre de trajets en voiture, multiplié par 2 les transports en commun, fois 6 les vélos, généraliser le télétravail 2 jours par semaine à partir de 2025, interdire toutes les voitures thermiques en centre urbain en 2024, réduire de 5% par an les kilomètres parcourus par les particuliers, interdire de vendre des véhicules neufs pour un usage particulier dès maintenant. En fait, on voit que c'est une autre société, c'est un autre monde. Ouais. Et on a très peu de temps pour l'inventer. On a très peu de temps pour l'inventer, mais je crois que les gens, moi je pense que les gens sont prêts et que les gens sont de bonne volonté et que tous les gens qui ont des gamins ont envie que leurs gamins puissent circuler et vivre demain. Par contre, il y a un sujet, c'est que l'offre n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc il va Mais la falloir jeunesse, développer. elle est là. En tout cas, sur la question de est-ce que vous êtes prêts, c'est une question qu'on vous pose et c'est là-dessus qu'on va conclure cette séquence. Et vous, est-ce que vous êtes prêts à faire tous ces changements en aussi peu de temps? Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, un petit générique et à tout à l'heure.